Donc, bonjour et bienvenue à Be-Back, le podcast sur l'univers des concessionnaires automobiles. Mon nom est Pierre-Olivier, je suis cofondateur de l'entreprise Pixel Guru et je reçois aujourd'hui Dominique Sigouin de Noavic Consultant qui vient nous parler en fait de l'expérience client. L'expérience client, c'est vraiment en fait, on va essayer de discuter de comment enligner un peu une stratégie de concessionnaire en lien avec la relation du client, avec l'expérience du client. Donc, salut Dom, comment ça va? Salut, ça va très bien. Comme je dis toujours, considérez-vous comme salué. Yes. On va entamer ça. Ça commence à me rentrer en tête. Je commence à m'habituer. La première fois que tu m'as envoyé ça, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il parle? Tout le monde n'est pas certain, mais ça fait 15 ans, je lâcherai pas. Ah ouais, non, c'est un bon trademark, j'aime ça. Fait que, Dom, commence par nous parler, en fait, un peu de quitter. On va faire ça vraiment bref. Là. Je veux pas que le podcast parle juste de toi et ton entreprise. Non, on veut donner de la valeur. Mais j'aimerais ça prendre au moins un bon 5-10 minutes, juste que tu t'introduises un peu comme personne. C'est quoi un peu ton parcours? Ouais. Et ensuite, c'est quoi ton entreprise? Puis après ça, je pense qu'on va sauter directement dans le vif du sujet, vraiment parler de l'expérience client puis comment on peut aider les concessionnaires à améliorer cette partie-là dans leur stratégie. On peut-tu se permettre oui, de te clairement, saluer on va se officiellement? permettre un cheers à travers cheers, Plexi. Alors, c'est du Coke, hein? Oui. C'est du Dom & Coke. Ouais, ça. Exact. Écoute, en 5 minutes, Noavic Consultant, c'est la somme des 21 dernières années dans l'industrie automobile. Fait à peu près, mettons, histoire rapide, une quinzaine d'années en concession, 5-6 ans du côté plus agence, provider, fournisseur, partenaire, / tous les synonymes qu'il y a. En concession, tu faisais En concession, mais là, j'ai eu le privilège de commencer, je dirais pas kick de tire après ça, véhicule d'occasion, mais véhicule d'occasion, véhicule neuf, FNI. J'ai eu la chance de faire tous les postes. Grandir, entre autres, après ça, directeur des ventes dans le groupe Park Avenue, vice-président, directeur général. Okay. Fait que j'ai eu le privilège de gérer un peu toutes les facettes de la concession, de comprendre la réalité de tout le monde. Dans un super groupe aussi, le groupe Park Avenue, qui est un bon groupe d'excellence. Là, c'était l'université en mode accéléré. Des très belles années d'apprentissage. Ça venait d'en haut, M. Hébert, que ce soit des livres personnels ou des contributions. Donc, ça a été un beau privilège, un beau parcours. Puis après ça, marketing, ça faisait déjà une dizaine d'années que je jouais toujours là-dedans, même en étant dans l'automobile. Aller plus spécialisé là-dedans. Okay. Après ça, du côté agence, bien là, si je peux résumer la mission de Noavic, ce que je veux faire, c'est d'accompagner les concessionnaires, propriétaires, les DG, les directeurs et tout le staff à comprendre le customer journey, offrir une belle expérience. Puis ça inclut tout le marketing, toute la publicité, tous nos processus, notre exécution, les outils, les logiciels, les partenaires avec qui on collabore, tout l'écosystème du concessionnaire. Ouais, qui est assez complexe, on va se dire. Là. Ça n'a aucun sens, comment que c'est complexe. On ne comprend pas à quel point la complexité qu'un concessionnaire a de gestion, puis tous les départements, tout ce qui vient avec. Puis tu te concentres sur une section qui est le département des ventes ou plus gestion/vente. Mais là, je mets de la mécanique, du service, de l'inventaire. Déjà, si c'était juste d'avoir, entre guillemets, les départements, à l'intérieur même des départements, il y a un paquet d'engrenages, que ce soit les logiciels, les outils, et on le sait. Donc, c'est un écosystème on peut facilement se perdre. En plus d'avoir la réalité, puis là, depuis 1 an et demi, accéléré de gérer nos opérations puis de s'adapter. Donc, je veux accompagner les concessionnaires à mission pour les aider. Puis, je suis à la même place que toi. Même chose aussi, on veut te donner du contenu, on veut te donner de la valeur. On se parle souvent dans l'industrie. On a souvent des conversations d'industrie, mais il est temps qu'on ait des conversations un peu plus ouvertes puis qu'on élargisse. Il y a, je vais le dire, il y a l'arrivée de joueurs comme toi et d'autres aussi. Il y a beaucoup de nouvelles énergies et il y a des gens qui sont là depuis longtemps aussi qui se renouvellent. Fait que l'industrie est très dynamique en ce moment. Ça bouge beaucoup. Il y a un nouveau souffle. Ce que ça a fait aussi, ça fait que les propriétaires, les DG, les décideurs, les leaders, puis même, je dis ça, mais même les leaders, les conseillers, les conseillères, à tous les niveaux, ils veulent apprendre, ils veulent comprendre.
Là, c'est par où commencer, qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est un peu l'accompagnement que je vais faire. Je vais servir comme chef d'orchestre un peu aussi pour tous les partenaires. Fait que j'ai le privilège, la chance d'avoir des bonnes relations dans l'industrie avec beaucoup de personnes. Puis la plupart des relations ne sont pas bâties sur des deals d'affaires. Il y a beaucoup de relations. J'ai des gens, c'est des relations, je vais dire, d'affaires. On n'a jamais fait d'affaires ensemble. On s'est référés, où il est arrivé plein de choses, nos chemins se sont croisés. On est toujours restés en relation. Puis ils disent que la vie commence à 40 ans. Rendu à 40, tu commences à réaliser que les 20 années que tu as mis à juste être toi-même, à être authentique, à être empathique, à être à l'écoute des gens, ça fait que ça a bâti les relations. C'est ça notre industrie. Tu sais, le business, on est une business on dit people business, quand on veut vendre aux consommateurs, mais même à l'intérieur de notre industrie, des concessions ou de tout l'écosystème, c'est une industrie de personnes. C'est des relations, c'est un petit monde. C'est un énorme monde, mais un petit monde en même temps. C'est incroyable. Oui, parce que là, on est le village gaulois du Québec dans l'énorme monde du marketing ou de l'automobile en général. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas que le marché de l'automobile, à quel point c'est immense. C'est le deuxième plus gros marché, juste après la pornographie. On travaille fort pour les dépasser, mais je pense pas qu'on va y arriver. On essaie de jumeler les deux souvent, mais ça pogne pas encore. Il n'y a pas de traction. J'ai pas un dealer qui a voulu annoncer sur ces réseaux-là. Ah ouais? Ouais. Il y en a pas, mais... Pourquoi pas? Il y a sûrement quelque chose à faire. Clairement. Le message est lancé, c'est que non, je peux pas... Qui l'a promis? Probablement pas moi qui va, avec mes clients, faire ça. Mais c'est pas notre audience. J'espère que c'est un client de longue date qui est willing. Mais oui, non, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a eu une vague de changements dans les dernières années dans le monde de l'automobile. Surtout au niveau, justement, de la perception de commencer. Je pense pas que, v'là 10 ans, si les podcasts existaient ou quoi que ce soit, les gens se seraient habillés, justement. C'était vraiment plus corporate, c'était vraiment la vieille école. Puis j'ai vu dans les 5 dernières années une transition, même avec les gens qui étaient réticents, ce qu'on appelle les vieux de la vieille, là, qui voulaient pas décrocher, qui pensent toujours pas qu'Internet, c'était pertinent, v'là 5 ans. Là, ils ont plus le choix de se résoudre à OK, bon, mais il faut que je fasse de quoi. Puis il y a clairement un monde en arrière de ça qui ne comprennent pas. Donc, les gens comme toi, je pense, sont là exactement pour les apporter tranquillement vers faire des bons mots. On essaye parce que je suis un peu un vieux de la vieille aussi. J'ai commencé avant le bug de l'an 2000. Aujourd'hui, on peut dire, si tu commences avant le bug de l'an 2000, tu commences à être un vieux de la vieille. Puis là, le blanc commence à sortir cette année avec la COVID. Mais... ma compréhension de ça, c'est qu'il faut que tu comprennes la culture puis l'histoire de l'automobile. Historiquement, les vendeurs qu'on engageait, c'était des closers, des King Kong. C'était des gars, des femmes, principalement des gars, bien entendu, qui étaient des masters dans la relation humaine. Les consommateurs n'avaient pas le choix de se rendre à la concession parce qu'il n'y avait pas d'autres sources d'information. Fait que le début du magasinage, on appelait ça la run du pamphlet. Ouais. Tu revenais à la maison avec une. C'était ça le shopping. Avec marqué dessus 260 par mois. Écoute, puis 22 fois, il revenait. Fait que les vendeurs automobiles, historiquement, étaient habitués d'avoir des processus get them in, d'avoir les personnes, puis de faire ce qu'ils ont à faire. Là, il y a toute la transition avec les Internets, l'information. On avait à peu près le même bassin de vendeurs qui étaient dans cette transition-là, qui, eux, n'ont pas été engagés pour faire des vidéos puis parler à distance. Tu sais, mais les directeurs de véhicules d'occasion avec qui j'ai commencé dans les débuts 2000, si tu leur avais dit, bientôt, un client va t'envoyer des photos de son véhicule en évaluation, puis il va falloir que tu te commettes un prix en ligne sans qu'il vienne dans la... Jamais de la vie! Jamais de la vie! Donc, fait qu'on a comme une grande partie de l'industrie qui avait une expertise, qui avait un temps dans l'industrie, qui est arrivé à cette croisée des chemins-là. Il y a du nouveau sang qui arrive aussi. Il y a des nouvelles générations de propriétaires. Il y a des nouveaux types d'achats. Il y a des groupes qui grossissent, les deuxième, troisième générations. Donc, il y a eu beaucoup de mouvements dans les 5, 10, 15 dernières années qui fait en sorte que là, on est où est-ce qu'on est de OK, on le sait qu'il faut que ça bouge. On sait pas mal aussi qu'on a beaucoup d'affaires à faire. Un des gros défis, puis moi, je pense, c'est à l'équipe des ventes, c'est aux vendeurs, parce que marketing, puis tout ce qu'on fait pour générer des leads,
c'est la partie facile. En ce sens que tu as Google, Facebook, tu as des grosses machines qui se cassent la tête à t'offrir un service ou un produit qui va te permettre de rejoindre une audience. Puis, bon, là, les third-party cookies qui vont mourir cette année, c'est un autre débat, mais fait on a de la technologie pour bien faire le travail. On met de l'argent, on a des résultats. Prendre le lead et ce que moi j'appelle maintenant juste une opportunité de relation, une opportunité de conversation, puis de transformer ça en relation à distance avant de pouvoir faire une transaction. Mais là, ça nous prend de la nouvelle formation ou ça nous prend des nouveaux joueurs. Fait que je le vois dans l'industrie. Il y a ce que j'appelle des vieux de la vieille qui s'adaptent et qui se transforment extrêmement bien. J'en nommerai pas parce que j'ai dit vieux de la vieille, fait que je voudrais pas les froisser, ils vont se reconnaître, mais tu sais, il y en a qui comprennent, qui s'adaptent, puis ils performent encore bien. Tu as la nouvelle vague que je vais appeler de jeunes et heureusement de plus en plus de femmes, mais ça va être des influenceurs. Façon de parler, ça va être comme les agents immobiliers. Tu sais, puis ça, c'est une affaire aussi que dans l'industrie, on parle depuis longtemps. Les vendeurs devraient se brander comme agents immobiliers. Le personal brand, puis le côté accessibilité, relation. Ouais. Texte-moi. Jamais. Hey, je vais donner mon téléphone. Non, fournis-moi un téléphone à la job pour que je veux pas que mes clients me rejoignent le soir. T'es plus dans le même game, là. Non. Si tu penses encore comme ça, tu commences à être des années-lumière en arrière, là. Effectivement. Ben là, t'es plus dans le service à la clientèle pour bien des industries. Non, puis pour faire le lien un peu avec l'expérience client, tu sais, justement, la relation entre générer un intérêt, puis arriver jusqu'à la vente, justement, ça passe par une interaction, puis essayer de créer justement un lien avec ton client à distance. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que les gens, on est beaucoup plus capables de faire. On est capable de faire ressentir des émotions au travers d'un texte. Puis je pense qu'on l'a tous déjà vécu, là, texter avec une mère, un père, un grand-père ou n'importe quoi. Tu comprends pas. Des fois, t'es comme, t'es bien sec, mais il est pas sec. Il comprend pas comment générer de l'émotion au travers d'une relation qui est indirecte. Puis c'est de là que je pense que les consommateurs ont une grosse job à faire au niveau de l'adaptation, d'être capable de créer un lien, parce que tu n'as plus la poignée de main que tu donnais à ton client quand il rentre, puis le regarder dans les yeux, puis tu as travaillé ta poignée de main pendant 20 ans pour qu'elle soit exactement à bonne force, puis exactement le bon eye contact, dire les bons mots au bon moment. Tout à fait. Il faut refaire ce travail-là à zéro. Puis c'est là que l'expérience client vient en ligne de compte, puis de les aider dans ce processus-là qui plus pantoute la main. Ça existe encore. Quand le client se présente, tu dois continuer à faire ça, mais sauf que le gros de la job est fait avant maintenant. Tu vois, mais c'est un peu l'analogie qu'on fait tous. Puis plus j'y réfléchis, on dirait que moi, je suis d'accord avec ça. En ce sens que il n'y a rien qui a changé. Tout est pareil. C'est juste les canaux de communication ou les moyens de com qui ont changé. Mais le principe du consommateur qui a un besoin, qui a des questions, qui cherche des réponses, puis qui fait affaire avec un professionnel pour trouver les réponses, la base, c'est ça, ça l'a toujours été. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis beaucoup de freins à cette expérience client-là dans le passé. Ouais. Et encore aujourd'hui, je dis dans le passé, on met des freins. Je veux dire, tu sais, trouvez-moi un site web de concessionnaire où est-ce que je peux 100% facilement, sur mon mobile, trouver toute l'information que j'ai besoin, les prix, mes financements, mon échange, faire évaluer. Ils sont disponibles où? Il y en a combien d'inventaire? On a toujours... je peux pas montrer mon inventaire, j'en ai pas assez versus le plus gros. Là, si j'ai pas assez d'inventaire... Fait qu'il y a toujours un paquet de raisons qui fait en sorte que les concessionnaires, on prend des décisions qui briment l'expérience client. Ouais. Si on mettait de côté notre façon de faire, qui est, en passant, c'est juste pour générer des leads. Quand tu y penses, là, tout ce qu'on fait, c'est juste pour générer des leads. On fait tout pour générer des leads, pour avoir un numéro de téléphone, pour pouvoir l'appeler, pour pouvoir le faire descendre. Ça revient toujours à ça. Mais là, tu as des gens qui, sur Messenger, en mode incognito, ou sur les chats, sans te donner leur nom, leur téléphone, ils peuvent tous te poser les questions puis vouloir faire la trente. Donne-moi un prix pour mon échange. Donne-moi ci. Bon, là, c'est sûr que tu vas avoir besoin de ces coordonnées, on s'entend, mais... À un certain point. Fait que le consommateur fait peut-être plus entendre sa voix dans la dernière année et demie ou deux sur « OK, là,
time out l'industrie automobile. Il faut passer à une autre étape. Là. Donne-moi du jus. Là, embarque-moi. Donne-moi quelque chose pour m'attirer. Tu peux pas juste me dire viens en concession. Je suis en boxeur chez nous, j'ai envie d'avoir de l'info. Puis il y en a fait d'affaires qui font pas de sens. Quand tu es un point de vue du consommateur, tu connais pas l'industrie. Tu magasines une auto peut-être pour la première fois de ta vie. Tu en as acheté une usagée, c'est grand-maman qui te l'a donnée. Là, tu connais pas le processus puis le domaine. Tu arrives sur un site de concessionnaire, après avoir regardé le site du manufacturier, parce que c'est souvent le cas, fait que tu regardes un peu les prix, les modèles. Là, quand tu connais pas ça, il y a comme combien de configurations. Il y a de quoi te perdre. Admettons que tu sais à peu près quel modèle que tu veux. Tu arrives sur le site du concessionnaire. Beaucoup de fois, le prix ne correspond pas. Les trims, les options, ces affaires-là. Même si le prix correspond, tu vois encore des prix 30 000, rabais incroyable 2 000, prix de vente 28 000. Ouais. Obtenez votre prix web. Le bouton, le call to action après, c'est obtenez votre prix web. Ouais, donne-moi le prix. Tu viens de me le donner ou pas? Ouais. Tu sais, comme consommateur, c'est comme si j'étais sur Amazon. Puis là, moi, j'en ai sur Amazon. Ils ont toutes les mêmes stratégies. Hein? 119 20 % de rabais, applique ton coupon, t'es Amazon Prime, peu importe c'est quoi la stratégie. Mais après ça, imagine si t'avais comme 99, puis là, t'avais un bouton sur Amazon. Parce qu'oubliez pas, Amazon, on a juste 2 choix. Achète maintenant ou mets-les dans le panier pour plus tard. Tu peux pas les appeler puis les contacter Amazon. Pourquoi? Parce qu'ils te donnent toutes les réponses. Mais imagine s'ils disaient, pèse ici, envoie-nous tes infos, on va te donner le meilleur prix. Ça ne marcherait pas comme modèle d'affaires. Fait que, comme consommateur, par d'autres domaines, puis on parle souvent d'Amazon parce que c'est... Mais beaucoup d'autres domaines, il y a eu une transparence, une démocratisation de l'info, des prix upfront. On avait peur de montrer nos prix parce qu'on est un petit peu plus cher. Mais je vais montrer pourquoi je suis plus cher. Je vais démontrer ma valeur. Ça, c'est quoi? On revient à la base comme dans le temps. Ouais. Pourquoi acheter chez nous comme dealer? Tu sais, moi, je me rappelle, j'ai commencé dans l'automobile... C'était 10 raisons d'acheter chez nous, 10 raisons d'acheter de moi, puis 10 raisons d'acheter mon produit. Mais c'était quoi? C'était d'établir une relation avec le client. Fait que là, comme tu disais, il faut le faire en ligne. Donc, là, on le voit comme il faut le faire avant. Comme tu as dit, avant quoi? Avant qu'ils viennent dans le showroom. On a encore cette référence-là. Si la venue dans le showroom était juste une étape parmi tant d'autres dans le processus de vente, et qui n'était pas une étape essentielle, comme on commence à le réaliser, oh boy, ça change la donne, là. Parce que là, nous, comme concessionnaires, là, c'est quoi? C'est juste, fais-les venir, get them in. C'est cette étape-là, là. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Bien, jour 1, on veut donner une belle expérience. Il faut donner les réponses. Tu parlais comme conseiller. Faut que je me laisse, entre guillemets, guider par le client. On a toujours pensé qu'on a eu le contrôle dans une traque de vente. Il y a un vieux sage un jour qui a dit « C'est pas toi qui vends, c'est le client qui achète. » Puis je crois à ça dur comme fer. T'sais, fais une bonne job dans le côté humain, il va te faire confiance, il va acheter de toi. La décision souvent est prise avant qu'il vienne... ça reste une game d'émotion... rendu là. Oui, puis ça a toujours été de l'émotion, puis on pense toujours que c'est de la raison, c'est le prix, c'est les ci, c'est les ça. Non! Puis on le voit souvent, le client achète un véhicule, il te négocie à la scène, je suis à 342, je peux pas être plus dans mon budget par mois. Il sort du FNA, il y a 46 de plus par mois. Donc, la valeur et tout ça. Fait que tout ça revient pour dire, tu sais, dans le Customer Journey, on revient à base, on revient à l'expérience client, on revient à la relation sincère. Puis c'est quoi la relation sincère? Un vendeur automobile, un professionnel de la vente, c'est je vais être empathique pour écouter le besoin que le client a, puis je vais répondre à ce besoin-là. Point. Tu nommerais ou t'expliquerais brièvement comment... c'est quoi l'expérience client dans un concessionnaire? Parce que on en a parlé, toi puis moi, plein de fois hors d'onde. Quelqu'un qui c'est sa première journée comme vendeur, il n'a jamais travaillé dans le monde automobile. C'est quoi l'expérience client? Qu'est-ce que ça représente? On parle de quoi en ce moment? Si tu es dans ce mode-là, sors tout de suite de l'industrie et run. non, au contraire. Blague à part, reste dans l'industrie, c'est le meilleur moment pour embarquer. Ce que je dirais, le Customer Journey, puis ça s'appliquerait à tous les types d'industries. Si je commence dans un domaine, demain matin, toi puis moi, on s'en va vendre, écoute, de quoi qu'on connaît pas, là? Des pneus, pas des pneus de poids lourd, mais je sais pas, moi. Nomme-moi de quoi que tu connais le moins possible. Des poupées. Des poupées.
Bon, Ça serait il y a weird des en poupées maudit de que toi puis collection. moi, Il y a sûrement un marché, un monde de poupées de collection. Si je commence comme représentant demain dans ce monde-là, je vais avoir l'humilité et l'authenticité de le partager avec mon client. Tu sais, bonjour, hein? Tu sais, comme peu importe dans ma mise en matière, mais de dire que ça fait pas longtemps, si jamais il y a une question auquel j'ai pas la réponse, je vais aller la trouver. Puis la même chose comme on vit en ce moment avec les conseillers qui font les appels à distance, les vidéos live ou peu importe avec les clients. Ouais. Je le dis aux clients. Hey, je me suis pratiqué avec ma famille à Noël, les parties de Noël, Zoom et tout ça, mais au travail, on a des nouveaux outils. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, faites-nous part. Le client, il va être 100% à l'aise avec ça. Il va être content. Tu ne créeras pas de frustration. Donc, nouveau qui embarque, Customer Journey, soit empathique, soit à l'écoute. Consommateur, explique-y, dis que tu es là pour l'aider. Puis, après ça, comment je commence à aider mon client? Bien, je dis, qu'est-ce que tu as fait à date? Tu sais, dans ton processus de magasinage, c'est quoi que tu as accompli? Qu'est-ce qui te reste à accomplir? En quoi je peux t'aider aujourd'hui? Tu sais, comment je peux t'aider à accomplir des étapes dans ton processus où tu as des questions et des réponses? Parce que c'est la seule raison pour laquelle tu es là. Puis au final, je vais avoir un bonus si je réponds bien et qu'on a une bonne relation. Tu vas acheter de moi. Parce qu'il est 59 par semaine, partout. Hein? Puis il y a 15 000 de rabais, puis il y a 0 puis il y a 25 du PDSF, puis à tous les mois, il y a des promotions pour le consommateur. Fait que si ça clique, fait que tu sois green ou beaucoup d'expérience, ça revient au même. Embarque, tu sais, go with the flow, embarque dans le process du client, puis comment ça se lie avec mettons que là, on a fait l'exemple du vendeur qui vient de commencer, mais si tu es directeur général puis tu dis OK, là, les gars ils parlent de Customer Journey, qu'est-ce que je fais avec ça après le podcast? C'est quoi le Customer Journey? C'est quoi le problème qui est supposé avoir dans mon concessionnaire ou qu'on fait pas bien ou qu'on peut améliorer? Qu'est-ce que c'est? Tu sais, mettons, là, on veut faire de quoi à l'interne, on est un concessionnaire, puis on veut commencer. Je commencerai à écouter le monde qui est sur le plancher. Fait que si on parle d'un DG, d'aller sur le plancher, puis peut-être aussi justement que dans la dernière année et demie, ça a beaucoup changé la réalité des vendeurs puis des vendeuses. C'est quoi que vous vivez? Qu'est-ce que vos clients demandent? Qu'est-ce que je peux faire pour faciliter votre travail? Parce que le vendeur doit écouter ce que le client demande, puis le boss doit écouter ce que le vendeur a entendu, que le client a demandé. Donc, tu sais, de commencer à la base bien, faites participer votre équipe. Tu sais, c'est pas à tous les endroits où est-ce qu'on va avoir des meetings inclusifs avec toute l'équipe des ventes, la réception, le laveur, un mécano. Amène du monde de tous les départements. Là, on va parler des consommateurs. On va parler de la vente. Parce que des fois, c'est quelqu'un au fixe qui va te donner une bonne idée. Parce que lui, il a été consommateur ou un de ses chums, il en a parlé. Peu importe. Ce qu'on appelle briser des silos. Là. Oui, d'un. Puis ça, c'est... On parle de Customer Journey. Tu parles de briser un silo. Écoute, tu sais, dans un dealer, c'est des silos. Le Customer Journey, là, lui, c'est une ligne à travers ces lui, silos-là. Il s'en fout de tes silos. Il s'en fout de comment il ne ça veut marche. pas les percevoir puis les voir. Exact. Fait que, tu sais, on parle de Customer Journey. Ben c'est exactement, c'est même très pertinent ce que tu dis, briser des silos. Fait que ce que je suis en train de dire, ça revient à ça. Faites des meetings inclusifs, puis allez chercher les idées à la base. Après ça, si un dealer veut aller plus loin, faire de quoi à l'interne, questionne tes clients. Personnellement, j'étais concessionnaire. Je l'ai déjà fait. Quand j'étais directeur des ventes et même DG, je faisais des exit interviews. Comment vous avez trouvé ça? Une entrevue de départ. C'est une bonne idée. Aujourd'hui, c'est juste pour vous remercier du temps que vous nous avez accordé, de l'opportunité que vous nous avez donnée de mériter votre clientèle. C'est vraiment apprécié. Puis je voulais savoir, parce que là, le représentant, il n'est pas là. Est-ce que vous avez été entièrement satisfait? Ah oui, il est fin. Bon. Là, fais ton entrevue de départ comme tu veux, poser des questions si tu veux essayer de leur rentrer ou pas. Mais si tu vas vraiment avoir le pouls et le feedback du client, puis y a-tu quelque chose où tu vas être à l'écoute du Customer Journey. Il était bien cool, mais quand il est allé chercher le prix, là, ça a pris une demi-heure. Là, parce que là, le monsieur, là, l'acheteur, peu importe c'est quoi, si un client te dit ça, t'en as un process à améliorer. Puis si tu l'entends souvent, c'est long faire mon évaluation pour aller l'adresser. Là, on va comprendre toute la réalité du directeur véhicule d'occasion, puis pourquoi ça peut être long. Fait que, est-ce que c'est faux?
simplifier le processus. Ou l'expliquer, le verbaliser comme il faut. Voilà. Ça risque de prendre un 15-20 minutes. Faire l'évaluation, voulez-vous qu'on aille faire le test drive en attendant? Tu trouves une manière de le vendre, de l'expliquer. Mais c'est ça, fait que, un ou l'autre, peu importe c'est qui dans ton processus, tu vas trouver une façon d'améliorer ton processus. Kaizen, comme on dit avec les Japonais. Ben, Genshi Genbutsu va à la source, voir le problème. C'est la meilleure affaire pour le Customer Journey. Là, après ça, si c'est avec les partenaires, il y a des compagnies qui font des focus groups, il y a des sondages mystères, les CSI. Je pourrais juste dire aussi un DG, tu veux faire du Customer Journey, prends en charge les Google Reviews, puis réponds aux Google Reviews, positives comme négatives. Tu vas avoir un pouls. Tu vas en avoir un feedback de ton Customer Journey. Souvent, les gens sont pas mal plus francs en ligne qu'en face à face. C'est vraiment plus difficile de dire à quelqu'un que tu trouvais que son service était de la merde. En vrai, en face à face, que quand tu es rendu sur Google, on en connaît toutes. Là. On en voit beaucoup sur Facebook et compagnie. Là, du monde qui. Mais tu sais, comme là, comme tu dis, va voir là. Est-ce qu'il y a des DG qui répondent aux reviews? Probablement pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ça fait pas partie de ma job. Je vais outsourcer ça à une compagnie à l'externe ou je vais le donner à quelqu'un à l'interne. J'ai ma réceptionniste qui fait le marketing aussi, puis elle fait un peu de bien des affaires. Puis, tu sais, comme de répondre aux consommateurs qui sont insatisfaits, ben ça devrait être une priorité. Fait que donc, il y a beaucoup de petites actions juste d'aller voir à la source, de revenir à la base, sans tout changer le processus. Avec mes clients, je vais les accompagner dans tout cet écosystème-là. Puis des fois, ça va être de faire intervenir des partenaires. Hey, tu interagis comme ça, j'aimerais ça que tu fasses telle affaire. Puis, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses que les concessionnaires sont capables de faire en écoutant sur le plancher. La réception. Ça a l'air combien de fois on prend le feedback de nos réceptionnistes qui, en passant, gardent le fort puis que, hey, une des jobs les plus importantes, on le sait, c'est réceptionniste. Es-tu impliqué dans les meetings des ventes, puis dans les décisions, puis dans les recommandations? C'est du Customer Journey, ça. Puis c'est souvent ta première poignée de main. C'est la première personne qui la voit. Puis j'en ai vu, si j'en ai pas vu 1000 concessionnaires, en vrai, j'en ai pas vu un. Là. Puis c'est atroce des fois. Même principe que tu appelles dans un concessionnaire puis ça répond pas. Là. Ça, c'est un concept que je comprends pas. Là. La perception que tu as. Puis très souvent, tu le vois, là. Tu sais, moi, il y en a beaucoup, je vois, là, je vois une place, là, la réceptionniste, peu importe son nom, ça fait des années qu'elle est là, où c'est une perle, elle est sharp. Le boss, il est sharp. Le boss, c'est une perle aussi. Très souvent, c'est la culture d'entreprise. Puis cette culture d'entreprise-là, dans l'espèce d'analyse de l'écosystème, la matrice que je fais quand je fais une affaire avec un dealer, la base, c'est ça, c'est le why. C'est la culture d'entreprise, c'est le pourquoi les clients devraient acheter chez vous. Mais bien des fois, en faisant ce travail-là, le concessionnaire, il va faire un bon bout de chemin dans le Customer Journey. S'il se rassoit pour redéfinir sa vision, sa mission, puis d'être en ligne et de partager ça, déjà là, il va améliorer son Customer Journey. Il va s'attirer des clients un peu plus comme lui aussi. Ça met la table aussi pour les relations, même que justement quand je suis en ligne, parce que c'est beaucoup plus dur de vendre mon branding en ligne. On parle de Customer Journey. Quand tu accueilles le client sur ton site web, que tu as des pop-up trop sur la page d'accueil. Ou que deux. Ça ruine un Customer Journey. Sincèrement, là, ça, c'est quelque chose que je comprends pas pourquoi les sites offrent encore ça, des pop-up sans cesse. Des fois, c'est 3 back-à-back. Là, tu fais des X, il y en a un autre qui pop, tu descends 3. Je peux te dire. Pop. Voyons, lâche-moi, je peux-tu juste aller voir l'inventaire du use 2 secondes? Le pop-up en soi est un outil extraordinaire, mais trop souvent mal utilisé. Tu sais, justement, page d'accueil, quand j'arrive, on le sait tous, fais-moi pas. Puis de toute façon, c'est pénalisé par Google aussi et tout ça. Mais si je suis sur une page de PVD d'un modèle spécifique, puis que là, j'ai un pop-up qui me parle d'un rabais spécifique de ce modèle-là, là, c'est pertinent. Parce que ça fait peut-être 3-4 minutes que je suis sur ton site où j'ai navigué quelques pages. Ou si j'arrive d'un lien externe, j'arrive directement sur ton PVD, même si tu me l'offres d'entrée, c'est comme ma page d'accueil, mais j'arrive de recherche d'un véhicule X, je tombe sur un véhicule X, tu m'offres une offre du véhicule X, le contexte est là. Fine avec moi, c'est pertinent. Donc, tout ce qu'on a sur notre site web, comme les pop-up,
de les analyser d'un point de vue client, d'un point de vue... J'aime ça, moi, comme consommateur. Ouais. Puis je donne souvent Exact. l'exemple, tu magasines des électroménagers, puis tu vas chez XY électroménager, puis sur la page d'accueil, il dit tu peux avoir un rabais de 100$ sur un lave-bot de marque XYZ, parce qu'ils en vendent. Ouais. C'est un peu ça qu'on fait. Ah ouais. Mais si je magasine, j'arrive d'un poêle, puis là, je suis ou d'un four encastré, puis là, tu m'offres des offres, là, je suis Ouais. Donc, d'être pertinent, dans le Customer Journey aussi, ça va sur mon site web, ma page d'accueil ou mes différentes pages de section. Arrêtez d'avoir une page d'accueil avec 72 000 slides. Ouais, ça. Tu mets l'information pertinente où est-ce qu'elle va. Surtout sur un mobile. Puis les slides que tu me fais sont faits sur un écran de 32 pouces par un infographiste. Ils sont pas adaptés pour le mobile. Est-ce que tu as, comme Customer Journey, as-tu analysé l'expérience? Es-tu allé sur ton site web? Tu te dis, hey, il faut que je pinch. Hey, non, ça marche pas. Tu sais, puis dans les bonnes pratiques, je recommande toujours mettre une vidéo above the fold. Accueille ton client de la même façon que tu l'accueillerais en salle de montre. Ouais. Tu sais, on disait tantôt le avant, le après en ligne. Non, c'est toute la même chose. Il arrive... Fait qu'imagine, il arrive dans la salle de montre, je lui offre des pop-ups, je donne des rabais. Hey, donne-moi ton nom, ton courriel, ton téléphone. Non. Ouais. Il arrive dans la salle de montre, il voit justement Lucie, la réceptionniste, qui dit bonjour, bienvenue. Puis, Ouais. mettez une vidéo sur la page d'accueil, que le propriétaire ou l'équipe fait une vidéo. Dans le dealer. Ben oui, bonjour, bienvenue sur notre site. Hey, merci de l'opportunité que vous nous donnez de mériter votre clientèle. On a mis en place dans le site web beaucoup d'outils. Vous avez telle section-là, telle section 9, use service. On s'entend-tu que c'est un bon pourcentage du trafic? Ouais. Après ça, c'est des questions aussi ou ça. Puis, gênez-vous pas, on a la fenêtre de chat. On en a juste mis une en bas. On n'en a pas mis deux de chaque barre, puis une en bas qui pop partout. Ouais, si vous voulez nous parler, c'est ici. On n'a pas besoin d'en mettre partout. Tu sais, il y a de ça aussi. Il y a des fournisseurs de chat. Il y en a 3 affaires de chat. Ouais. Je peux comprendre, vu là, 72 ans, on caricature, on n'était pas habitué, là, tu sais, Là, je suis habitué tout juste à mettre un petit éclair dans un rond, en bas à droite. Exact. Peu importe sa couleur, moi me douter que c'était une affaire de conversation. Ou une bulle qui a de l'air de... 3 petits points. Hey! Donc, fait qu'il y a aussi un travail de, je vais dire, de notre part, l'industrie, les providers, nous autres aussi, puis, tu sais, on en parle, puis dans tes développements, dans tout ce que tu fais, tu es toujours aussi en avant de cette parade-là, de dire comment je peux être... Puis tu es toujours axé Customer Journey. Pourquoi tu as du succès, pourquoi ça marche? Customer Journey. Tu sais, fait que tous les business aussi, on a un travail à faire pour... on fait partie de la solution pour aider le concessionnaire. Ouais. Parce que quand même que le concessionnaire a toute la volonté du monde, il y a la meilleure équipe, s'il n'y a pas les outils et la technologie pour le supporter. Ouais. À l'inverse, la meilleure technologie au monde sans l'équipe ne marchera pas non plus. Ouais. La base, c'est l'équipe. Mais quand justement, tu as une culture d'entreprise, tu as un dealer, tu as un leader, tu as du staff engagé qui veulent servir du monde, hey, je vends mon produit parce que j'y crois. Je veux qu'il y ait le plus de monde possible avec ce produit-là. Ah ouais. Je te rends vraiment service. Quand je vendais mes autos, moi, j'étais convaincu Que c'était le meilleur char qu'il pouvait acheter. c'était le À la meilleur char meilleure pour place. lui. Ah ouais. Ouais, c'était le meilleur. Parce que de toute façon, s'il magasinait mon produit, admettons qu'il était Toyota à l'époque, OK, il l'aimait, puis j'avais un bon produit, puis c'était fiable. Ouais. Puis là, après ça, c'était pourquoi l'acheter de moi, puis ici. Je faisais ce travail-là. Mais j'y croyais que je me rappelle, les premiers au Dan Trunk, là, et il y en a qui vont s'en rappeler, on ouvrait les portières, puis on sautait ses portes, les fenêtres baissées, pour montrer comment les charnières étaient solides. OK, là, tu sais, back in the days, là, ça trahit mon ange, mais... Fait que, tu sais, il y avait une espèce de magie dans les Hood and Trunk où est-ce qu'on y croyait et est-ce que c'est encore ça aujourd'hui? Je le sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas magasiné de véhicules. Ouais. Est-ce que ça s'est perdu? J'en rencontre des spécialistes passionnés dans des concessions, mais il y en a beaucoup aussi qui font du temps. En prison, tu parles? Et c'est quasiment une prison, mais ils font du temps, mais il y en a qui punchent 9 à 9. Ah ouais. Ben, j'étais allé récemment quand même magasiner des véhicules avec des amis, tu sais, parce qu'évidemment, je suis un peu la référence Nice. au niveau des amis quand ils ont besoin d'acheter Les un sympathies. char. Ouais. Mais j'adore ça. Je trippe sur ça, rentrer dans un concessionnaire puis voir justement comment ça fonctionne. Puis, tu sais, je pense que tu as bâti ta business un peu dans le même sens, j'ai bâti la mienne dans le même sens. C'est d'essayer de résoudre... Comment qu'on peut rendre ça plus le fun, plus wow pour le client. C'est tout. Si tu penses comme ça, comme concessionnaire, ça va bien aller. Mais bref, en magasinant dans certains concessionnaires, j'ai réalisé que il y en a que ça n'a aucun sens. Là, tu rentres là,
personne t'a dit salut, gosse 3, 4, 5 minutes dans le showroom, regarde, personne t'a dit salut, personne vient te voir. Là, maintenant, quelqu'un peut venir me voir, là, quelqu'un vient te voir, le rep, ah ouais, OK. Fait que tu regardes quoi? Ben, Kia Sorento de l'année, non, OK. Ben, il est là. OK. Mais tu peux-tu m'expliquer le char? Tu sais, comment moi j'ai appris à vendre des véhicules quand je travaillais dans l'automobile? J'ai sincèrement tombé sur, je pense, une excellente équipe. Là. Puis, il y avait aucun. Ça faisait pas de sens que tu répondes pas à ton client en dedans de 5 secondes. Il peut pas être dans ton showroom sans qu'il se fasse dire salut dans les 5 premières secondes. Puis après ça, tu accueilles ton client, tu l'assois, on fait une qualification, on se parle, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu viens voir aujourd'hui, pourquoi, est-ce que tu as un véhicule d'échange, c'est quoi tes craintes, c'est quoi tes attentes et compagnie. Tu fais une bonne qualification, tu analyses la situation du client. Ensuite, une fois que tu as déterminé un modèle qui l'intéresse puis qui serait dans son budget, tu le prends. Tu vas y montrer le modèle. Mais tu y montes en détail. Tu y expliques les nouvelles features. Hey, on a 9 coussins gonflables. Tu le vois qui est avec un enfant. Prends le temps de le dire. On cherchait mettons un des exemples, on cherchait un 7 passagers pour une famille. Ben, on te le dit, pour une famille, jamais parler de sécurité, pas une fois. C'est le seul point que tu aurais dû parler. Le monde vient, il t'a dit qu'il venait voir un Kia Sorento. Il le trouve beau, clairement. Là. Il est dans ses goûts, c'est ça qu'on vient voir. Ça me fascine. C'est triste. Que le monde ne fait même pas de walk-around qui fait du sens. Je ne comprends pas. La moindre des choses que tu as à faire, c'est faire une présentation. C'est ça ta job. Tu sais, moi, j'entends ça, puis là, j'ai des frissons, puis c'est pas positif, mais je suis passionné par notre industrie, puis je veux tellement que ça chaîne, puis que, tu sais, je veux qu'on soit plus dans le bottom là, des sondages de on fait-tu confiance à ces métiers-là. Les concessionnaires. Mais un gars de même, le conseil que je donnerais, c'est change de carrière. Je m'excuse. Si t'es pas passionné par ton produit à la base, mais là, c'est que c'est surtout, t'es même pas empathique. Tu sais, je reviens souvent avec l'empathie, puis je suis gossant avec ça, mais pour moi, c'est la qualité essentielle. Tu sais, l'intelligence émotionnelle, puis la faculté d'être empathique dans la vente, c'est ça. Comme tu as dit, une famille, je m'excuse. Tu m'avais parlé de ça, je suis conseiller. Ben, si je suis papa, on va juste parler de nos enfants. C'est fini, la vente est faite. La vente est faite. Je le répète, la vente est faite avant qu'il arrive en concession. Est-ce que c'est toi qui vas mériter? La commission, quasiment que je vais acheter l'auto. Fais juste me reconvaincre. Il aurait pu te faire un beau petit show, ça n'aurait pas pris grand-chose. Sécurité, montrer les crash tests, tout. Mon gars, t'aurais trippé tellement sur le véhicule que tu serais devenu un ambassadeur presque pour le... Ben oui, puis c'est ça qui fait que tu vas avoir de la récurrence aussi au sein de ton brand. Puis je pense, malheureusement, pauvre ce gars-là, que j'ai été bête comme mes pieds, puis le gars, il a pas trouvé sa journée le fun. Là, parce que je savais où je m'en allais. Pis, les clients sont pas fins. Oui, clairement, il s'est dit ça en partant. Là. Mais, tu sais, s'il y a des directeurs qui écoutent, puis que vous avez déjà vu ça, vous avez un gars qui fait ça à l'interne, ça fait pas de sens. Puis c'est votre job de lui inculquer une track. Tu sais, quand on parle d'une track de vente, c'est vieux jeu, mais c'est quand même, il y a quand même un processus que tu dois passer avec le client pour qu'il ait une bonne expérience. Puis, tu sais, faire une qualification, c'est plate, mais c'est la partie la plus importante probablement de tout ton processus parce que c'est là que tu vas saisir. Est-ce qu'il vient à cause de la sécurité? C'est une famille? C'est-tu ci? C'est-tu ça? Le gars, il peut venir magasiner tout seul, mais il y a 3 enfants à la maison. Comprendre ses craintes, ses besoins, ses attentes. Puis... C'est là que le closing se fait. Mais le problème dans ce que tu dis, je pense, puis ça, c'est une autre chose qui est culturelle à notre industrie. Tu sais, on dit ça, mettons, OK, c'est la job du directeur des ventes de cool. Malheureusement, très souvent, on a pris notre meilleur vendeur, puis on l'a mis le directeur des ventes. Pire job tu peux faire. Pire affaire tu peux faire. Souvent, oui, parce que souvent, le meilleur vendeur, c'est pas ton meilleur leader ou gars d'équipe. C'est des personnalités ou des rôles des fois différents. Des fois, ça fait une bonne job. Un n'empêche pas l'autre. Mais au-delà de tout ça, je crois surtout que c'est pas que le fait que le meilleur vendeur est pas prêt ou on l'outille pas. En plus. Combien de formations se donnent quand il y a des transitions ou des nouveaux directeurs des ventes sur comment coacher une équipe, comment diriger un meeting, comment partager tes attentes. Puis souvent, ton meilleur vendeur va être un peu... Bien, souvent, de mon expérience, c'est souvent quelqu'un qui l'a un petit peu plus naturel que les autres. Puis ça... Bien, souvent, ça fait que tu as de la misère à passer l'information, à coacher des gens ou à montrer comme... Parce que
t'as pas eu un apprentissage logique. Des fois, t'as moins de rigueur aussi. Comme tu dis, ces gars-là sont naturels, ils ont moins de rigueur. Il regarde le gars qui le fait pas comme du monde, il est comme, c'est juste il est juste mauvais comme vendeur. Non, il est pas mauvais, il le sait pas. Il peut pas le deviner. Là, ben, tu sais, puis à tous les niveaux, il y a... Puis là, tu sais, je sais pas, consultant, puis la formation, il y en a manqué à tous les niveaux. Mm-hmm. Dans notre industrie, on n'en a pas... puis peut-être, je sais pas, c'est le côté francophone, Québec, mais tu sais, justement, les transitions de vendeur à directeur, j'ai eu la chance d'être dans une belle organisation qui m'a permis d'avoir ces transitions-là, puis cet accompagnement-là, mais il y en a peut-être de plus en plus aussi. Mais là, si c'est l'ensemble de notre industrie, c'est depuis 5, 10, 15 ans, c'est tous des gens qui ont été promus comme ça, qu'on a mis dans une chaise. Mm-hmm. Et on a fait la même affaire que quand ils ont commencé vendeur, prends une brochure, va dans le cochon là-bas, et tu dis ça une semaine ou deux, tu commences la semaine prochaine, puis au bout d'un mois, si t'en as pas vendu 5, je te crisse dehors. Bye-bye. Ah ouais. Je caricature, mais c'était tellement ça à l'époque. Je suis convaincu que c'est encore comme ça, malheureusement, à certains endroits. Avoir le taux de roulement, clairement, il y a encore une vérité là-dedans. Malheureusement. Ouais, puis, taux de roulement, on parlait tantôt de culture d'entreprise, qui est la base pour offrir un... Tu sais, si tu as une bonne culture d'entreprise puis que tu as moins de taux de roulement, ça se sent dans tes employés. Tu sais, ça, c'est un autre ingrédient magique qui, dans le customer journey, a un gros impact. Tu rentres dans des concessionnaires, tabarnouche. La vibe, l'énergie, on la sent. Il y a d'autres concessions, tu rentres, c'est frais. Tu as l'impression d'être dérangé. Là. Ah ouais. Puis on parle d'automobile, mais c'est dans tous les domaines. Là. Magasiner des électroménagers ou des affaires dans les derniers temps. Mais ce qui est dur avec l'automobile, c'est que les gens rentrent déjà de reculons. Fait que si ton customer journey est mauvais, c'est atroce ce que tu fais. Puis ce que tu fais, et non pas seulement pour ton concessionnaire, mais pour l'industrie au complet, t'as imprégné ça dans la tête du client. Puis si tu as réussi malheureusement à y vendre un char malgré ça, ce client-là va détester les concessionnaires. Puis tout le monde qui travaille dans les concessionnaires. Il va s'acheter un char parce qu'il a besoin de s'en acheter un. Oui, exact. Ouais, c'est ça l'affaire. Puis crime, c'est la deuxième. Tu sais, souvent, c'est la deuxième plus grosse dépense que tu as dans ta vie, c'est ton char. De façon de règle générale, c'est supposé d'être moindrement le fun. Tu en vas dépenser 20, 30, 40, 50. C'est probablement l'achat la plus émotionnelle. Puis l'objet de consommation avec lequel on a le plus d'émotions puis d'attachement, des histoires. Tu sais, des histoires dans le derrière d'un char, l'odeur d'un char neuf, une ride, peu importe. Histoire en arrière d'un char. Non, mais je veux dire, quand on était enfant, on allait prendre des longs pique-niques. On arrête ça là. Mais j'ai l'impression que la demande des consommateurs pour le nouveau de Customer Journey, de quel type d'expérience on veut, quel type de processus. Le monde s'attend à plus que ce que les concessionnaires offrent en ce moment. Tellement, mais là, l'ensemble de l'industrie, on est tous à la même place. Hein, là, le buzzword Digital Retailing, qui est venu à la mode. J'avais écrit un article là-dessus dans Affaires automobiles, sur le fait que le Digital Retailing, c'est pas la solution. Puis là, j'avais fait le écrire, toi? Hein? Tu sais écrire? J'ai quelqu'un qui écrit, mais je parle. Okay, et puis, Google, il fait ça à cette heure. Ça transcrit tout ça. J'écris vraiment mal. Mais le contenu est bon. Mais puis je disais, c'est comme, justement, le digital retailing, c'est pas la solution. C'est toujours le people, le process, c'est les gens. Ça fait 10 ans qu'on peut vendre en ligne. Ça fait 10 ans qu'on peut faire des vidéoconférences. Ça fait 10 ans. Ça fait 100 ans qu'on peut faire des essais routiers à domicile. Tu sais, il y a les moyens technologiques qui ont changé un peu, qui ont fait que c'est plus facilement accessible de communiquer avec les clients. Fait que quand tu y penses, là, on devrait être heureux de tout ce qui se passe, puis pour la plupart, ça nous effraie comme concessionnaire, mais il n'y a rien qui a changé. Le consommateur, il veut la même affaire qu'avant. Il fait juste plus nous le dire peut-être. Mais j'ai encore plus d'outils ou de canaux ou de façons d'échanger puis d'entrer en communication avec lui. Je pense que c'est une des choses qui a fait que ça a été difficile pour les concessionnaires, c'est que pendant très longtemps, il y a eu très peu de joueurs, de gros joueurs dans l'automobile, ce qui fait que ces gens-là, comme n'importe quelle autre industrie, quand il y a un monopole ou presque un monopole, c'est dur de changer parce que cette personne-là ne veut pas nécessairement réinvestir des gros sous. Ça fonctionne, il est tout seul. Il s'en fout. Tu sais, combien de temps qu'on a eu la même pompe à gaz avec des chiffres à roulette?
ça marchait. Pourquoi on l'aurait changé pour du digital? On s'en fout. Le monde, il gaze pareil. Le monde achetait des chars pareil. Fait que ça a fait... Je pense que ça a été très long. Puis là, je pense que le fait qu'on se retrouve avec plein de compétiteurs, plein d'entreprises qui commencent à se lancer, des nouvelles entreprises qui veulent, eux autres, s'adapter, être beaucoup plus technologiques, beaucoup plus adaptés vers le customer journey. Tout à fait. Ça va mettre une grosse pression vers les grosses business. Puis, malheureusement, c'est sûr que c'est difficile pour eux de changer. Tu as 1500 concessionnaires clients, changer un feature. Tu le sais, c'est quoi, là? C'est rough. Et tu sais, on le sait des fois, back-end, là, comme provider, des clients nous demandent, là, change juste une petite affaire, une petite virgule. Ça prend tellement de travail, il y a tellement de choses impliquées. Des fois, on peut paraître pour être les bad guys, les méchants, on veut pas, mais Colin, puis on en a bien des affaires à faire. Mais c'est un peu comme le dealer disait, hey, tu préfères ça pour augmenter ton taux de closing. Ouais, je sais, mais j'en ai beaucoup d'affaires à faire. Ouais. Puis, dans ce que tu dis, ce qui est vrai, c'est que tu as tout le côté tech, côté technologie. Puis là, on parle des providers, tout ça, mais tu as le niveau manufacturier aussi. Tu sais, on parle de Customer Journey, ça commence là, le tiers 1. Ah ouais. Et là, on le voit de plus en plus, les direct to consumer. On le savait que ça allait venir un jour. Il y a une espèce de... Tu sais, on a tous des dealers franchise, on a des contrats qui font en sorte que c'est une industrie... ils peuvent pas arrêter les réseaux de distribution et changer l'industrie, mais là, il y a ce mouvement-là qui est commencé, que ce soit que les véhicules électriques dans certains manufacturiers, je pense 150 dealers Cadillac aux États-Unis qui ont décidé de... Parce qu'il y a un nouveau modèle d'affaires. Il y a des manufacturiers, entre autres, qui est... écoute, les nouveaux véhicules électriques, si tu les veux, voici notre nouveau modèle d'affaires. Moi, je pense que ça va être une des opportunités pour les manufacturiers de changer un peu la relation. Si tu veux ces véhicules électriques-là, c'est comme ça passe par le site du manufacturier, les clients passent leur commande puis ils prennent possession chez vous. Mais ça devrait être de même. Tout à fait d'accord. Carrément, ça devrait être comme ça. On fait une parenthèse là-dessus. Customer Journey, j'avais cette conversation-là il y a 15 ans avec des chums dans l'automobile. Puis je disais en toute innocence à l'époque, pourquoi c'est pas le manufacturier? Il a son inventaire poolé. Fait que physique ou pas, là, on s'en fout. Il y a 45 000 chars en inventaire. Le client va sur le site de ABC Motors, puis il regarde une berline, puis bleu, puis il la configure, puis c'est simple, puis il n'y a rien de mieux que le site du manufacturier pour avoir l'information complète. Puis quand il l'a choisi, il dit, ça dit, bonne nouvelle, on en a 446 en stock. Où voulez-vous en prendre possession? Pouf! Fini! Merci, bonsoir. Je disais ça en toute innocence. Puis là, j'arrive aujourd'hui, 15 ans plus tard, on me dit « Tabarnouche! » Toujours pas de même. Mais, fait que tu sais, ça commence à bouger. Il y a toute cette crainte-là aussi dans la réalité des concessionnaires de qu'est-ce qui va se passer on disait les 15, 20, 25 prochaines années. Là, on dit les 5, 7 pour 8 prochaines années. Ça se rapproche. Parce que il faut véritablement que le tiers 1, le tiers 2 puis le tiers 3, on s'assoit ensemble à la même table. Il faudra rajouter un manufacturier puis un dealer ici, puis qu'on jase, puis qu'on jase de Customer Journey. Puis, je le répète souvent, la journée où est-ce qu'on va tous s'asseoir ensemble, le tiers 1, tiers 2, tiers 3, pour focusser sur le Customer Journey ensemble et non pas en silo, tout le monde va être gagnant. Tout le monde. Ben, consommateur en premier. Ce qui crée ça, une grosse partie, c'est que les manufacturiers, eux, leur job ou leur objectif, c'est d'en vendre le plus possible aux concessionnaires, pas aux clients. Fait en ayant ça comme objectif, tu mets une pression sur les concessionnaires, puis après ça, eux doivent s'organiser pour domper leur char. Fait que c'est pour ça que tu peux arriver quelque part, puis le gars, il se garde 1500 de profit, l'autre s'en garde juste 500. Ça fait pas de sens. Dans ma tête, ça fait aucun sens. Modèle d'affaires. Tu peux pas... Puis même les promotions des manufacturiers, des fois, tu regardes des PDSF, des affaires des chars de base, là, tu vends un char, même si tu le vends juste 15 000, mais que le concessionnaire se retrouve juste avec 500 $ de profit, quand tu veux la grosseur de la bâtisse, le monde qui travaille là-dedans, ça fait pas de sens, tu sais, mais le manufacturier dompe des prix, parce que lui, il s'en fout. Lui, il veut domper des chars, mais maintenant, il faut que le concessionnaire fasse des sous un moment donné. Cette ligne-là, tout est dans pas tout. De sens. Non, puis tout est relié. Puis, comme tu dis, ça fait pas de sens, mais le fait que le manufacturier, mettons, on va faire un loss leader, un manuel à bâton, pas d'air, à 29 par mois. Puis il y en a encore de ça dans des bains des manufacturiers, des véhicules avec 4, 5, 6, 7, 800 $ de profit. Le client arrive chez le dealer. Qu'est-ce qu'il fait, le dealer? Click and bait. On le rentre, on le switch.
je veux pas y vendre le modèle de base. De un, je ne fais pas d'argent. De deux, je suis pas capable d'en avoir. C'est des stratégies de marketing. C'est l'industrie qui est faite comme ça. Ouais. C'est correct. Il faut que j'aille un produit le plus bas possible. Puis il est disponible, tu peux t'en commander un. Mais là, si dans l'industrie, dans la culture, le manufacturier martèle son plus petit paiement, au lieu de vendre son plus gros vendeur, hey, c'est l'automatique avec le groupe électrique, siège chauffant. Fait il y a vraiment une conversation à avoir, tiers 1, tiers 2, tiers 3, pour harmoniser l'expérience client. Parce que là, tu as le manufacturier qui va en faire vivre une. Tu as les providers qui sont là-dedans, qui essayent d'aller chercher de l'audience, de les capturer, de les amener sur des propriétés, soit le site web du dealer ou des landing pages, puis de convertir ça en lead. Puis... Fait que là, on est tout le monde. Manufacturier, tiers 1, tiers 2, les agences de marketing, puis après ça, tiers 3, les dealers. On est tout le monde tapé sur le clou de la même audience. Puis quand on le sait que ça devrait être le message, bien, le tiers 1, il vend le véhicule. Pourquoi je devrais acheter tel multisegment? Le tiers 2 ou l'association, des fois, qui est dans le milieu, lui, vendait le paiement. Puis le dealer, lui, vendait le « Why buy from us? » Pourquoi tu devrais acheter chez nous? Ouais. Qu'est-ce qui va faire en sorte chez nous, dans l'expérience, dans la façon qu'on va te faciliter ton magasinage, qu'on va simplifier des processus, que tout va se faire en 42 minutes ou sinon vous avez un repas de poutine gratuit? Peu importe! C'est comme, comment je vais rendre l'expérience plus agréable pour mon client? Bien, juste un service dans le service, mettons, dans le département du service, le service de valet, ça commence à être de plus en plus populaire. Ça fait partie du principe que, j'aime ça aller au dealer là parce que je m'en vais faire un changement d'huile, je m'en fous, ils viennent me porter à la maison puis ils viennent me rechercher. Ça, c'est là, si on est rendu à l'autre niveau, on vient chercher mon char chez nous. Amène au garage, fais le changement d'huile puis ramène-moi les. Exact. Je sais pas. Des clients qui vont payer pour ça, là. Mais quand même. Non, mais il y a des clients qui vont payer pour ça. Mais c'est le même principe. C'est comment tu peux faire. Le consommateur devrait vraiment. Uniquement, sa job devrait être de se concentrer sur comment je peux faciliter et fidéliser mon client chez nous. Il ne devrait pas avoir à gérer autant d'affaires de pricing, de négo, de ci, de ça. Ça fait pas de sens. Ça brouille le trois quarts de sa journée, de sa gestion. Pour puis malheureusement, la partie qui sacrifie le plus, c'est souvent ça. Ça va être la partie où c'est le client au bout de la ligne qui va payer. 100% d'accord avec toi. Si tu avais un conseil, mettons, à donner, je sais que quand tu rencontres des concessionnaires avec ta firme, tu fais vraiment le tour. Si tu avais un conseil en ce moment, mettons on peut en faire plusieurs, là, mais mettons un des bons conseils que tu dis, OK, guys, après le podcast, là, regarde ça dans ton processus. Regarde cette partie-là. L'équipe. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Rapprochez-vous de votre équipe si c'est pas fait. La COVID, les situations de crise révèlent souvent la vraie nature des gens. J'ai été témoin de propriétaires et leaders d'organisations automobiles qui ont bien géré la crise, d'autres non. Il y en a qui sont rapprochés de leur équipe, il y en a qui sont éloignés de leur équipe. Il y en a qui font un bon travail, mais qui a des situations qui arrivent, comme si c'est un mécanicien qui est anti-masque. Je parlais avec un de mes dealers, mais même plus qu'un, quelques-uns même, puis j'en ai un dans ma gang, là, il croit pas à ça, lui. Il est anti-masque. Je gère ça. Ils ont tellement d'affaires à gérer supplémentaires. Il y a toute la situation aussi avec les manufacturiers. Tu sais, il y avait les pénuries d'inventaire. Ils ont tellement d'affaires à faire. Commencer à une place, c'est la base, c'est ton équipe. Puis dans ce meeting-là, tu proposes qu'ils parlent de quoi? Moi, je pense de parler des vraies affaires à base. Ça n'a pas été fait de on est où, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on s'en va. Si ces conversations-là n'ont pas été faites, puis d'inclure tout le monde. Tu sais, si on le vit, il y en a qui sont obligés de licencier des gens, là, bon, les fermer, les ci, les ça. Fait que, comment je vais gérer toute cette affaire-là? Après ça, établir une ligne directrice d'entreprise, essayer de moins... les silos ne pourront jamais se casser à 100%, mais essayer de faire disparaître un peu cette... Parce que si tu as déjà travaillé dans un concessionnaire, tu sais que si tu travailles aux ventes, tu mets un pied dans le garage, t'es un intrus. Là. Heureusement, c'était pas mon cas, moi. Ouais? Ah non, moi, je rentrais dans le garage, je faisais le tour du garage, j'allais saluer tout le monde. Ben oui. C'est quand même ça. Le vibe des vendeurs versus la mécanique, versus le service, versus, il y a vraiment... Une belle affaire, là, prends un aviseur, mets les vendeurs pendant un mois avec le salaire,
Prends un vendeur, mets-le à viseur pendant 1 mois avec son salaire, puis après 1 mois, qu'il aille faire un témoignage dans leur équipe respective pour qu'ils disent comment qu'on est bien dans notre département. Puis c'est quoi qu'ils vivent. Puis, ben, tu sais, il y a de ça aussi. Là. De réunir les gens puis de parler peut-être de ces choses-là, les défis que le service a, et au lieu que ça passe tout le temps parce qu'on s'entend souvent, mettons, le service va tout le temps gonner la même personne. Va tout le temps dire le directeur des ventes, il est fatigué, on oublie tout le temps de me faire des work. Ben, le gars de use avec le gars de service. C'est le classique. Ça, c'est classique. Ouais. C'est tout le temps chat et chien. Il y en a que ça va super bien, mais souvent, ça clash. Pourquoi ça clash? Parce que j'ai des silos, parce qu'en haut, j'ai donné des objectifs. Puis tu comprends pas comment les deux travaillent exactement. Voilà. Tu comprends pas les problématiques, puis comment ne pas donner un work. Qu'est-ce que ça l'impacte dans sa journée? Ça ne fait pas juste chier, exact. Ça le fait chier pour une raison. Il y a quelque chose. Comprendre. Le plus tu comprends la communication. Tu sais, communication, la base, ça revient à ça. Fait que, tu sais, le conseil, c'est la communication. Une bonne communication authentique, sincère. Je pense que la communication, très souvent, va régler bien des problèmes. Donc, numéro des fois, mettons, on rentre le monde dans un bureau. Puis ça revient à comme. Je dirais, là, si je veux résumer ça, remettez l'emphase sur votre culture d'entreprise. Ça va inclure tout. De prendre un moment, on a un peu plus de temps, mais de prendre le moment de se rasseoir et de revenir à la base de pourquoi les clients devraient acheter chez nous. Tu sais, si on dit on revient à la base, puis notre équipe, de faire participer l'équipe à ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier la vie? Hey, là, notre site web, là, qu'on ne monte pas notre inventaire, nous autres, on n'aime pas ça. Ouais, mais là, l'autre, il y en a beaucoup plus d'inventaire. C'est pas grave. On le met, on va mettre une bannière ou une vidéo, on va dire qu'on a beaucoup de véhicules en arrivage, on en reçoit toutes les semaines, on peut trouver le véhicule. Peu importe c'est quoi le message qu'on va mettre, mais fait d'écouter les rétroactions, d'implanter des petites choses, mais en impliquant tes gens, en communiquant, ça va la base de la culture d'entreprise. C'est là que les petites victoires vont se faire parce que même quand j'arrive comme consultant puis on examine la patente, c'est où je vais chercher les plus d'infos? Sur le terrain. Un réceptionniste, le laveur, un mécano, un vendeur sur le terrain, exactement. Puis très souvent, malheureusement, là, ils vont se confier plus à nous autres. Ah oui, un outsider, puis c'est normal aussi. Puis très souvent aussi, tu vas arriver, puis je suis sûr que tu l'as vécu. Hey, dis donc, mon boss, là, que c'est mieux de faire A que B, hein? Ouais, c'est mieux de faire A que B. OK, on va le faire. Ça fait 2 ans, j'ai dit, puis il m'écoute pas. Empower, si ton noyau est solide, tu sais, on l'a vu, il y a des dealers, là, ils ont vendu des autos, là. Même quand ils sont fermés, il y a des dealers au moins de. Il y en a qui vont bien, là. Il y en a qui vendent. Moi, j'ai personnellement des clients que toute l'équipe des ventes sont à la maison. Ils sont tous équipés, ils vendent à distance, ils font leurs affaires, dans le respect des normes et des règles. Ouais. Puis il y en a d'autres qui attendent que ça passe. Très souvent, ceux qui attendent que ça passe, ça a été des décisions de la direction et non pas de l'équipe. L'équipe aurait dit hey, on va rentrer, nous autres, on va faire ci, on va faire ça, on va. Une culture d'équipe. Fait que je pense que ça n'a pas aidé non plus les propriétaires puis les organisations la dernière année et demie dans tout ce qu'ils ont vécu, de les mises à pied, les ci, les ça. Ah, c'est un choc. Mais plus que jamais, il faut revenir à ça. Plus que jamais, parce que ça va... Après ça, tu vas pouvoir définir ton message de qu'est-ce que j'ai à t'offrir, client? Pourquoi venir chez nous, c'est le fun? Tu sais, on dit qu'on est une famille, ou on dit qu'on facilite, ou qu'on donne ci, ou qu'on est transparent, ou que c'est... Peu importe c'est quoi notre promesse. Puis un coup que tu as établi ça, explique-la clairement sur tes médias sociaux puis sur ton site web. Partage avec tes clients. Même affaire. Ça fait que ça fait comme un gros tout. Tu sais, les clients puis la concession, les médias sociaux servent à ça. On crée ce petit écosystème-là, mais... Puis on le voit, les compagnies, peu importe les domaines, qui ont entretenu une relation avec leur clientèle, avec leur fanbase, ils traversent les crises beaucoup plus facilement que d'autres. Oui. Tout dans l'optique d'améliorer l'expérience du client. Oui, simplifier ça. Oui. Ben, je pense qu'une bonne communication fait en sorte que les choses vont couler mieux, puis le client va le ressentir en mettant un pied là, ou même quand il se fait parler par chat ou quoi que ce soit. Oui, parce qu'une bonne communication, ça implique d'écouter. Puis on va se mettre à peut-être plus écouter les clients. Exact. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Tu sais, tu l'as sûrement déjà vu, puis tu le vois encore. Il y a un courriel, il te demande une réponse ou un prix aussi, puis tu ne donnes pas la réponse.
Ça part de là aussi, c'est ça la com. Là. Puis tu m'avais déjà parlé aussi, un autre truc, je pense que les concessionnaires peuvent faire demain matin, là, c'est de jouer avec leur page Google My Business, parce qu'on s'entend que la majorité des gens aujourd'hui, tu cherches quelque chose, tu te poses n'importe quelle question au monde, tu vas chercher sur Google. Tu veux t'acheter un Mitsubishi, tu vas aller sur Google Mitsubishi, puis ça part de là, tu sais. Écoute, oui, tu sais, le conseil qu'on vient de donner qui est vraiment comme à l'interne et le processus et les gens, si on parle de comme un conseil plus externe au marketing, comme on parlait exactement, Google My Business actuellement, c'est ça qui, en termes d'efforts et de temps investi versus rapporté. Et on l'a tous vu comme consommateurs, pas juste dans l'automobile, dans toutes les industries, à quel point Google My Business est présent dans nos vies. Que ce soit les restaurants qui fermaient ou qui faisaient du take-out, les livraisons ou les fiches, les heures, c'est ouvert, c'est les menus. Donc, ça prend de plus en plus de place. Il y a beaucoup de développement pour l'industrie automobile. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Récemment, tu peux-tu nous en parler un peu des nouveaux features? Je sais qu'il y a bien des affaires comme de... Si, admettons, là, écoute, ça n'arrête pas à tous les jours. Là, il n'arrête pas de... Mais admettons, si on parle juste au high level, les choses que je dis souvent et qui ne se fait pas encore, les 4 comptes par concession. On a un compte Google My Business. Google nous permet, depuis quelques mois, on peut avoir un compte pour les pièces, un compte pour le service, puis un compte pour la carrosserie. Ouais. Donc, je peux avoir 4 comptes Google My Business. Je pense que ça fait au moins un an et plus. Presque un an. Un peu plus même. Kijiji Dealer Talk. COVID, ça va vite, là. Mais ça fait, mettons, peut-être à peu près un an. Là, fait, c'est hier, là. Mais il n'y a pratiquement pas personne qui le font parce que ça demande du temps, des ressources, etc. Mais je connais personnellement 3 concessionnaires qui l'ont fait. Et peut-être que 2 de ces 3-là, c'est mes clients, mais je le dis pas. Mais ça se peut pas bien. Mais blague à part... ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire à l'interne. S'ils n'ont pas les ressources d'outsourcer, trouver quelqu'un à l'externe qui peuvent faire ça. Fait que si on résume, on réunit tout le monde dans un bureau, on se fait un petit meeting, genre tout le monde ensemble, on essaie de casser un peu les silos, se ramener vers une ligne d'entreprise commune et compagnie. Deuxième affaire, un petit tips parmi tant d'autres. Google My Business, l'optimiser, il y a une série de champs qu'on peut remplir. Remplissez-les tous. C'est ça, exact. Et ensuite, vous pouvez faire des dérivés. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 pages Google My Business. Puis on s'entend que 4 pages égale 4 fois plus de contenu, 4 fois tout. Là. Puis c'est sûr que si tu te fais un Google My Business de ta carrosserie, là, on viendra pas fou, là. On s'entend. Non, ça génère les carrosseries, je veux dire, l'industrie étant ce qu'elle est, quand même que tu veux faire beaucoup de stratégies pour faire de l'acquisition de clients, ça passe par les assurances. Ouais. Donc, mais service pièces, tu as des opportunités. Département de service, les fixes, c'est le temps. Walmart, service de pneus et changement d'huile, tout ça, ils ont fermé ça, les Walmart, là. Il y a de la clientèle hors garantie qui se promène, qui s'en vont chez Canadian Tire, Jiffy Lube, où on peut aller les ramasser. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires à faire avec les opérations fixes. Puis les Google My Business, c'est une action concrète qui va faciliter l'expérience client aussi. Exact. Parce que tu as des heures d'ouverture différentes, départements ou des contacts ou tout ça. Ouais, des questions-réponses aussi, les Google Reviews. Une affaire complètement anodin, mais justement, le service ferme à 5 heures, les ventes ferment à 9 heures. C'est anodin jusqu'à temps que ce soit un client qui se pointe à 5h15, puis que là, il tombe, puis hey, on l'a-tu vécu aux ventes? Le département de service est fermé, le gars, il a un problème, call-in, tu sais, tu veux pas m'aider avec mon Bluetooth. Ouais, c'est ça. Simon, va y plugger. C'est qui nouveau? Mais ça fait partie du customer journey. Puis après ça, sur ces médias-là, parce que ça en est vraiment des canaux de communication, comme sur les médias sociaux, partagez ce que vous allez faire de bien avec votre culture d'entreprise. Tu sais, la base de l'équipe, le why et toute la culture qu'on parle, partagez ça sur les médias sociaux. Faites-les savoir. Médias sociaux, Google My Business, toute cette partie d'écosystème-là, très souvent, elle va arriver vers la fin du funnel du client qui va aller site web, manufacturier ou les protégez-vous, peu importe. Puis quand il est rendu à la fin, ben là, il va regarder ton site ou il va regarder tes reviews, ton Google My Business, puis il va regarder qu'est-ce que ça a de l'air. Il va regarder tes médias sociaux, qu'est-ce que ça a de l'air. Ton dernier post Facebook, il date-tu de 2017? Non. Quand tu as ouvert le compte, là. Bonjour, visitez-nous sur notre site web. On rit, mais ça a de l'air de quoi comme compagnie? T'as l'air d'une compagnie qui est fermée. Tu dis, OK, attends, parce que je poste pas régulièrement sur Facebook, j'ai de l'air fermé. Oui! Pour le client, oui. Ah ouais. Ou tu as là une compagnie qui s'en fout.
ou qui... Fait que les milléniaux vont s'en acheter des chars, là. Ça s'en vient, là. Il y en a qui ont commencé. Là. On dit ça, mais même nous autres, à notre âge, tu sais, toutes les générations, on est sur les médias sociaux. On est toutes là-dedans. Tu sais, on est souvent là à catégoriser, mais en réalité, là... Tu sais, Facebook, c'est nos grands-parents qui sont là maintenant. Ah oui, puis personne là-dessus. Il y a plein de médias sociaux. Tu sais, il y a plein de canaux de communication, il y a plein de médias. Partage ton message authentique. Partage qui t'es, tes valeurs. Partage des affaires humaines qui font en sorte que le client a le goût d'entrer en communication par relation avec toi. Je pense que c'est la base du Customer Journey. Puis là, le Google My Business fait en sorte que tu es accessible facilement, tu es trouvable facilement, puis il y a d'autres gros avantages. On ne parlera pas 3 heures de ça aujourd'hui, mais je vais juste faire une parenthèse avant que j'oublie. Tu disais Google My Business, puis tu l'as bien dit, remplir tous les champs. Tu sais, souvent, les là qui me disent « Qu'est-ce que je devrais... » Tout. Si Google a pris la peine de programmer un champ dans 42 langues, remplis-les. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Ça se peut qu'ils ne servent pas encore. Ça se peut que tu ne vois pas l'utilité en ce moment. Mais il donne du... Ce qui est écrit dans les reviews commence à sortir au niveau du SEO. Fait que si un concessionnaire, par exemple, avait 1000 reviews qui dit c'est la meilleure place en ville pour faire un changement d'huile sans rendez-vous, puis tu fais une recherche changement d'huile sans rendez-vous, c'est un des facteurs qui commence à... Les vendeurs avec leur nom dans les reviews, ça l'aide à vendre. C'est du côté humain aussi. Tu sais, si dans les reviews, je vois juste des 5 étoiles, pas de texte. Parce que des fois, on faisait sortir des votes des clients des 5 étoiles, mais puis là, on est rendu à, marque mon nom, parce que marque qu'est-ce que je t'ai aidé à acheter, parce que ça nous aide, tout ça. Mais le monde lit ça, puis là, il arrive dans le showroom, il dit, je veux faire affaire avec Tony. Parce que j'ai vu, il y avait beaucoup de Google reviews, puis le monde sont satisfaits, je vais acheter de toi. Ça arrive. Ça commence à arriver de plus en plus. Customer Journey. Ça en est. Puis, je sais que tu m'as parlé aussi d'un outil qui est que souvent les gens comme toi, comme ton entreprise, aident beaucoup parce que c'est complexe, mais Google Analytics. Tout le monde sait que ça existe. Très peu l'utilisent. Puis moi, je suis le premier à pêcher. J'ai mon compte, je dois y aller une fois ou 3 mois parce que je rentre sur la page, j'y comprends rien pantoute. Qu'est-ce qu'un conseiller peut faire pour simplifier cet outil-là qui semble être l'outil... Ça semble être le dieu des outils, mais que personne ne peut utiliser à part vous autres. Écoute, c'est bien amené, puis malheureusement, c'est drôle, j'avais la conversation cette semaine avec des collègues, on est en train de faire de quoi là-dessus sur Google Analytics. Je t'en reparlerai prochainement. Mais c'est ce qu'on disait, c'est comme si ça avait été tenu toujours dans un halo mystérieux et complexe. Moi, depuis 3-4 ans, je parcours les dealers à vulgariser Google Analytics. Il n'y a pas de recette magique. Et Google Analytics, si on rentrait au niveau technique, au niveau de la technologie, il y a certaines choses qu'on peut mesurer, il y a des limites technologiques, mais je compare ça, c'est comme si tu prenais toutes tes feuilles de log, puis tes feuilles de travail de tes vendeurs, puis toute la data qui est là-dessus, tu as de l'info pour... C'est exactement ça, Google Analytics. C'est ce qu'il fait pour ton showroom virtuel. Comme si c'était une madame qui note tout. Ouais, mais là, comme on log jamais tout, nous autres, dans le showroom, ben Google Analytics aussi, des fois, il log pas tout. Des fois, tu as des cookies que tu flushes. Fait que Google Analytics, ce que je dirais pour ça, c'est de prendre possession. Historiquement, les Google Analytics, les dealers n'en avaient pas. Le fournisseur de site web créait le site web, se créait un Google Analytics pour ses besoins à lui et donnait un accès au dealer. Le dealer pensait que c'était à lui, allait de toute façon pas voir parce qu'on n'y avait pas expliqué et démontré la valeur. Puis 2, 3, 4 ans après, change de site web, part avec le Google Analytics, repart à zéro. J'ai une historique quand même que je change de fournisseur de site web puis que ça peut changer beaucoup les données et tout ça, mais j'ai de la data, j'ai de l'audience, j'ai de l'historique que je perds. Donc, à la base, juste de se créer un Google Analytics, d'en avoir un. Puis comment un conseiller peut faire ça? Est-ce que c'est facile? S'il y a déjà un Google Analytics de créer par le fournisseur de site web, est-ce que c'est facile pour lui de s'en créer un? Est-ce qu'il faut qu'il demande l'autorisation? Bon, la façon là, technique puis vulgarisée, il y a comme, je vais dire, 2 façons. Faut que je mette un code sur mon site web. Dans le fond, se créer un Google Analytics, je me crée un compte, Google Analytics, je vais avoir un code que je fais insérer sur le site web. Fait que mon fournisseur de site web, je peux lui donner le code, ils savent, sont habitués comment l'intégrer.
Tu peux aussi faire avec ce qu'on appelle un Google Tag Manager, qui est une autre façon. C'est un peu, si on veut, comme un contenant que je vais mettre sur le site web. Fait que je fais installer le Google Tag Manager à mon fournisseur de site web. Puis à l'intérieur de ce Google Tag Manager-là, ben là, je peux aller mettre mon tag pour mon Google Analytics et d'autres choses. Fait qu'il y a des groupes ou des organisations qui sont plus avancées, vont fonctionner des fois avec ça. Si je veux pas me casser la tête ou j'ai un dealer simple, unique, je me crée un nouveau Google Analytics. Je donne le code, le petit script à faire installer sur le site. Mon fournisseur fait ça. J'ai les datas. Le fournisseur, c'est, mettons, fournisseur de site web. SM360. Peu importe exactement. Peu importe c'est qui, le fournisseur de site web, tout le monde, c'est la même chose. Ils vont t'installer le code. Un jour que tu décides de changer de fournisseur de site web, je fais une parenthèse pour souvent des mauvaises raisons parce qu'on n'a pas mesuré et on n'a rien traqué, fait qu'on change juste au pif. Je ferme la parenthèse. Change de fournisseur, ben mon même script, le même code, je le donne au nouveau. Il le met sur le nouveau site web. Et dans mon Google Analytics, je continue à avoir la lecture des datas, des données. Okay. Fait que ce code-là, si on veut, le Google Analytics, il appartient au dealer. Puis là, tu donnes accès à tes agences, à tes fournisseurs de sites web. Et au lieu de l'inverse. Au lieu de l'inverse. Ça, c'est... Puis de commencer à s'en créer un. Puis après ça, c'est de demander à tous ses partenaires de pousser des events, de pousser de l'information là-dedans. Par exemple, si j'ai un fournisseur de chat, mais il faut qu'il me pousse les infos à chaque fois que le chat est rouvre ou qu'il y a une communication. Il faut que je sois capable d'avoir les informations. Là, pour ce qui est d'apprendre Google Analytics, c'est un autre monde en soi. Puis ça n'arrête pas de bouger. Il y a G4, il y a une nouvelle génération de Google Analytics qui s'en vient. Il y a les third-party cookies qui vont crever cette année. Au niveau technologique, là, il y a un paquet d'affaires qui vont arriver, qu'on va peut-être pouvoir même moins mesurer, tout ça. On parle de beaucoup d'affaires, mais de Google Analytics, les third-party cookies, les first-party cookies, qui est, j'ai ma base de données, j'ai mes clients, j'ai le droit de communiquer avec eux autres. C'est quasiment ça qui va nous rester. Ouais. Je vulgarise largement, mais... Parce qu'à cause des vies privées et de tous les changements dont Apple a commencé depuis 3 ans, tout ça, comme annonceur, on va avoir beaucoup moins d'informations pour traquer les gens. Donc, l'importance de ma base de données, de mon écosystème est essentielle. Google Analytics fait partie de cette solution-là pour m'aider à prendre des mesures. Parce que quand il est bien setupé, je suis capable de le lire. Bien, je suis capable de, avec les trends, la data, puis l'expérience, tirer des conclusions pour faire des modifications de budget, réalloquer des budgets, faire des modifications au niveau du site web. Je suis capable d'avoir, par exemple, j'ai un formulaire de demande de crédit. L'exemple que je prends souvent, je le rouvre. Ça envoie un event dans mon Google Analytics. Il y a quelqu'un qui a cliqué sur le bouton. Fait que là, il s'est ouvert 1000 fois. Là, il y a un bouton envoyer. Il a été pesé 2 fois. Il y a un problème. Là. Hey, tout de suite, pas besoin d'être un expert en programmation. UX, Customer Journey. Ouais. Si je le rouvre, Colin, il y a 12 400 champs. Ferme ça. Donc là, c'est l'exemple facile, mais il y a beaucoup d'informations qu'on est capable d'aller chercher qui va nous parler de ce que le consommateur a vécu. Il sort tout de cette page-là. Tu sais, j'ai des infos comme tout. Oh, il sort, on va aller voir cette page-là. Et Colin, il y a un bug, c'est pas bien affiché, c'est comme blanc. Ah, OK, on vient de trouver. Puis, le formulaire aussi, par exemple, là, je corrige ça, je mets moins de champs. Là, j'ai 1000 ouvertures, 1000 fois soumission, mais j'ai juste 500 leads. Ah, OK, en moyenne, le monde pèse 2 fois send pour que ça passe. Y a-tu un champ obligatoire qui paraît pas bien puis que le monde oublie de peser? Puis là, il le remplit, puis la data parle beaucoup. Fait que c'est sûr que si j'ai mon Google Analytics de bien installé, ça va être une bonne partie pour comprendre l'histoire que le consommateur, tu sais, du Customer Journey, que l'histoire que le consommateur me compte. On est capable de se l'imaginer dans un concessionnaire, un Customer Journey, mais c'est de se l'imaginer en ligne qui est de plus en plus difficile. On n'est pas habitué, puis c'est pas notre domaine. Puis, tu sais, comme dealer, là, tu sais, je reste encore un dealer d'Inven, mais je suis un dealer qui fait du marketing depuis longtemps, mais j'ai tellement d'opérations à gérer. Comme dealer, tu me rajoutes la couche du marketing, oublie ça. Tu sais, tu regardes les rapports de performance, les groupes performance, les KPI, les CSI, le manufacturier, ce qu'ils demandent, l'association, ils ont des affaires avec les villes. Ah ouais, c'est beaucoup. Je m'achèterais pas un dealer aujourd'hui, moi. Non, je l'ai trop fait fort.
Hey, tu les trouves fait fort. Dom, ça commence à faire un bon petit bout qu'on parle. Je te remercie énormément de ta visite. C'est super apprécié. C'était vraiment un podcast, c'est un peu que moi j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est sûr que c'est toujours subjectif, mais moi j'ai super trippé. J'ai toujours du fun à parler avec toi. Très apprécié. Si le monde veut rentrer en contact avec toi, ils pensent pas à ça. Oublie ça. Ils rentrent pas en contact. Non, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. LinkedIn, principalement LinkedIn, Facebook, les pages professionnelles. Il y a le. Comment on appelle? C'est Noavik. Noavik Consultant, Noahvik, okay. Consultant, ou sinon Dominique Sigouin, ma page ou mon profil LinkedIn ou ma page aussi sur Facebook. Moi, je te dis kudo à toi, félicitations. Pour le Be Back podcast. Puis merci de l'invitation. Ça a été un très grand plaisir. Ça fait super plaisir. Si vous voulez, évidemment, nous suivre sur les réseaux sociaux, Be Back Podcast sur Instagram, LinkedIn, Facebook, on est partout. Le podcast va être disponible aussi un peu partout en balado, autant qu'en visuel sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis, félicitations, Dominique. Je suis super fier de ton entreprise. C'est vraiment, vraiment sharp. Puis, on se reparle bientôt. C'est un plaisir. On finit ça. Tabarnouche, on est timé. Ouais. On fait le refill tout de suite après. Là.